À quand la fin des aides au développement? À quand la fin des idées? À quand la fin pour l'Afrique de tendre la main? À quand la fin de la mendicité? Il se trouve que, en réalité, pour les pays africains, régler le problème de l'aide au développement qui lui parvient des pays occidentaux est quelque chose qui est parfaitement possible et accessible, comme on va le voir dans cette émission. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Conversation avec Philippe Simon, l'émission dans laquelle je reçois des spécialistes pour pouvoir avoir avec eux des discussions de fond, afin de pouvoir en ressortir chacun un peu plus intelligent. Je suis très content, très honoré de recevoir aujourd'hui Charles Kié, qui est considéré comme un as de la finance, avec un profil parmi les plus excellents. Après de brillantes études en Côte d'Ivoire, il est allé jusqu'à Harvard aux États-Unis pour par la suite occuper des fonctions de responsabilité très importantes dans plusieurs grands groupes bancaires tels EcoBank. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs entreprises et il a bien voulu prendre le temps de discuter avec nous. Sa parole est rare dans les médias, c'est donc un privilège qu'on a de le recevoir ici. Et comme vous allez vous-même l'entendre, c'est quelqu'un qui est très posé, très sage, très humble et qui a un vrai message pour les jeunes, pour la diaspora. Il nous a fait l'honneur d'être un de nos key speakers à Back to Africa cette année au Palais des Congrès. J'espère donc que vous serez nombreux à venir l'écouter, mais surtout apprendre de lui. Vous allez avoir un aperçu dans cette conversation. Les liens pour vous aider sont dans la barre de description. Je ne vous en dis pas plus. Place à la présentation de notre invité. Charles Kié, cofondateur de New African Capital Partners et directeur général de Genesis Hospitality Imo Fund. Il est aussi cofondateur et président directeur général de New African Capital Partners, une plateforme d'investissement visant à favoriser l'émergence de champions africains dans des secteurs qui stimulent la prospérité de l'Afrique. Charles est également le président directeur général de SBNA, une joint venture entre NACP et Southbridge, spécialisée dans les investissements dans le secteur des services financiers en Afrique. Il est aussi directeur général de Genesis Hospitality Imo Fund, société spécialisée dans le financement de l'immobilier et l'hôtellerie avec pour objectif d'apporter une solution au financement de ces secteurs. Charles a été directeur général d'EcoBank Nigeria de janvier 2016 à septembre 2018, après avoir passé 4 ans en Afrique du Sud en tant que directeur de la banque d'affaires du groupe, puis directeur exécutif groupe de la banque d'affaires et d'investissement de EcoBank Transnational Incorporation. Et avant de rejoindre EcoBank en 2011 à Londres, puis à Paris, Charles était le directeur général du groupe Banque Atlantique. Charles a travaillé plusieurs années chez Citigroup, d'abord en tant que directeur régional de l'ingénierie financière pour l'Afrique subsaharienne francophone, puis en tant que président directeur général pour l'Afrique de l'Ouest, basé en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal. Charles est un ancien élève de l'Advanced Management Programme de la Harvard Business School. Il est titulaire d'un Trium MBA de l'Université de New York Stern, HEC Paris et de la London School of Economics, ainsi que d'un DESS en restructuration d'entreprise de l'Université de Clermont-Ferrand en France. Il est également diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Charles, qui occupe plusieurs postes au sein de conseils d'administration à travers le monde, parmi lesquels Airfip, Fondation Rothschild, Swiss Fellow, Lesotho Leadway Vie et Mansa Bank en Côte d'Ivoire, SBNA à Maurice, entre autres. Charles est également très impliqué dans la philanthropie à travers la Fondation Future. Et Charles qui sera l'un de nos key speakers à Back to Africa cette année au Palais des Congrès les 11 et 12 octobre 2025. Donc n'hésitez pas à réserver vos places, bien évidemment, pour apprendre de lui. Les liens sont épinglés en commentaire. Bonjour Charles. Bonjour Philippe. Est-ce que la présentation était correcte? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Mais la trame est à peu près cela. Oui. À peu près. D'accord. Je n'ai pas dit de choses très fausses. Alors, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Tu es très rare dans les médias. On aura peut-être l'occasion de comprendre pourquoi. Mais déjà, d'emblée, je veux savoir, après d'aussi brillantes études, pourquoi décider de travailler en lien avec l'Afrique, alors qu'avec un tel profil, normalement, on a des opportunités pour travailler à peu près partout dans le monde et probablement pour de meilleures rémunérations? Alors, je crois que c'est un engagement qui date de très longtemps.
crois que la focalisation sur l'Afrique, la nécessité et le besoin de faire les choses différemment sur notre continent, avec un système de valeurs qui soit le plus élevé possible. Je crois que c'est venu très tôt à la faveur justement d'expositions dans certaines multinationales qui exerçaient déjà sur le continent, mais à travers lesquelles il y avait en fait cette capacité aussi bien de travailler, apprendre, se former aux exigences de certains métiers, dont notamment l'audit, le conseil, qui sont d'un très très haut niveau, sans pour autant se faire, je dirais, dénaturer par l'environnement dans lequel on est. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, parce que une chose est se dire, on peut travailler à l'étranger, et la diaspora, ça sert à ça, donc essayer de mettre en valeur ses compétences à l'étranger. Mais qui développera notre continent si, je dirais, certaines de ces ressources humaines ne sont pas sur le continent. Donc c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait. C'est pas les opportunités. Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. C'est un choix que j'ai fait. Et d'ailleurs, il y a un continuum. Parce que même quand j'ai fini ma carrière dans l'environnement corporate, pour utiliser ce terme, et que j'ai pris l'option de devenir investisseur, de devenir entrepreneur, j'aurais pu le faire hors du continent, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que ce soit dans mon pays, pour commencer, et ensuite que je regarde la vue la plus large possible sur le continent, donc pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais partout où les compétences, l'expérience que j'ai acquises peuvent servir. Donc c'est un choix, c'est un choix qui date déjà de très longtemps. Alors, c'est un choix est-ce que tu comprends que ce soit un choix qui puisse surprendre, parce qu'on a l'impression que la plupart des personnes qui ont des très gros profils, africains en général, sont très réticents à revenir travailler en Afrique. J'ai quelques amis, camarades, qui ont fait de très grandes écoles, le MIT, le Harvard. Ils ne se voient pas travailler en Afrique. Non, après, c'est des choix personnels, et il y a de bonnes raisons à cela. Comme vous savez, nous sommes nous-mêmes les vecteurs de l'image que nous projetons. Si nous acceptons que la perception qu'on a de l'Afrique, la perception qu'on a de son système de valeurs, la perception qu'on a de ses risques, tous ces éléments-là, nous les acceptons, nous les intégrons et nous les vivons, l'échec est annoncé. On n'a plus besoin de se battre. Donc oui, dans ces conditions-là, fuyons tous, mettons-nous tous à nous expatrier, et puis laissons à l'Afrique le soin de se développer par elle-même avec voilà, les niveaux qui ne sont pas ceux qu'on aurait espérés. Par contre, il me semble bien que tout l'intérêt pour des personnes qui ont eu des expositions à l'international, de faire le choix de revenir, c'est justement de capitaliser sur cette expérience et de faire en sorte de venir créer de la différence dans les pays où soit ils ont vécu, ou dont ils sont originaires, parce qu'il y a un effet, et cette émulation-là, c'est celle qui va faire grandir l'Afrique. Vous savez, c'est marrant parce que quand on regarde aujourd'hui donc la liste des personnes les plus fortunées dans le monde, et on retrouve maintenant quelques Africains dans cette liste, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont fait de superbes carrières à l'étranger, ou qui ont été exposées, etc. Donc ce sont des personnes qui ont investi dans leur pays, qui ont décidé de faire la différence sur le continent, et qui justement ont pris le pari de la transformation de notre continent par les ressources, et justement qui aujourd'hui d'ailleurs arrivent à attirer. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que, bien sûr, on peut se dire que le système de valeurs ambiant, qui là aussi est quelquefois très mal perçu, parce qu'on se dit, ah, vous savez, il y a certaines pratiques, on n'a pas envie d'entrer là-dedans, etc. Alors que
en Europe, il y a une espèce de perception que les choses sont voilà, carrées, formalisées. Ce qui n'est pas etc. forcément... C'est pour ça que je parle de perception. Ouais. Donc oui, du fait de la gestion de cette perception, la question c'est, est-ce qu'on veut participer au changement? Est-ce qu'on veut participer à la modification donc, des facteurs de perception? Ou alors on veut se rendre un peu complice de cette perception ambiante? Ça, pour moi, c'est la deuxième chose. L'Afrique paye aujourd'hui un prix trop élevé à cette mauvaise perception. Il faut que tous collectivement, on arrive à faire la démonstration que ce n'est pas plus risqué en Afrique ailleurs de faire du business. C'est pas plus risqué de parler avec des personnes de calibre, de valeur, etc. sur ce continent. Donc voilà. Et dernier élément, et je vais finir là-dessus, à qui est-ce qu'on va sous-traiter le développement de notre continent? Dites-moi. Aux Chinois. Ouais. Malheureusement. Pour continuer dans la même lignée, est-ce que tu comprends le discours de ceux de la diaspora, parce qu'on est très suivis dans la diaspora, qui disent que c'est difficile pour nous de rentrer dans des environnements dans lesquels on a des problèmes avec la démocratie, c'est-à-dire qu'on est muselé, on ne peut pas s'exprimer librement, il y a beaucoup d'arbitraire, tu ne sais pas à quel moment tel ministre, tel peut se fâcher et tu te retrouves en prison. Autre élément, la santé. Les systèmes de santé sont faibles. Est-ce qu'on va venir avec nos enfants en Afrique, alors même que les systèmes de santé ne sont pas les plus performants? Si on a un enfant qui est malade, ainsi de suite. Toi, tu as vécu ici avec tes enfants. Tu t'es posé ces questions-là? Bah, écoutez, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, c'est vrai que j'ai eu à passer plusieurs années en expatriation. J'ai vécu de très longues années à l'étranger, sur le continent comme à l'étranger, comme hors du continent d'ailleurs. Et ce n'est certainement pas la question, je dirais, des systèmes de santé qui ont été un facteur déterminant dans mon choix de revenir ou de ne pas revenir. Et sans vouloir minimiser le sujet, c'est vrai que si, étant dans la diaspora, avec les ressources dont on peut disposer, les accès dont on peut disposer, on se dit que la seule raison pour laquelle on ne vient pas, c'est parce qu'on ne va pas trouver un hôpital en Afrique. Bon, excusez-moi, mais on n'a plus rien à discuter. Ça n'empêche pas, et je le dis de façon très claire, que la santé et l'éducation sont des enjeux majeurs dans la question du développement de notre continent. Et parce que ce sont des enjeux, il faut que, collectivement ou individuellement, on soit aussi ceux qui allons participer à la modification de ces paramètres-là. Aujourd'hui, il y a une fondation qui est très engagée sur les questions d'éducation. On a créé une entreprise dont un des objectifs, c'est de travailler sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes, lorsqu'ils sont notamment diplômés. Si nous ne faisons pas cela, si nous ne nous engageons pas dans ce qui va être transformationnel dans les facteurs clés de développement du continent, c'est-à-dire le capital humain, à ce moment-là, ne restons pas au bord, sur la berge, et puis ne regardons pas de loin l'Afrique sombrer en se disant finalement, non, c'est à nous de faire changer les choses. C'est à nous de faire en sorte que là où, quelquefois, les États ont montré la limite de leur capacité, que ce soit le secteur privé ou des initiatives individuelles, permettent de changer les choses. Et si je suis engagé en philanthropie, en particulier, c'est à cause de cela. C'est parce qu'on a vu, avec mes équipes, des zones de faiblesse dans nos sociétés et qu'on s'est dit que la meilleure façon de trouver des solutions à cela, c'était de s'engager de façon résolue à leur trouver des solutions. Alors, je vais revenir sur un peu ton parcours. Tu as été directeur général d'EcoBank Nigeria. Je tiens à préciser qu'à cette époque-là, et c'est peut-être probablement encore le cas, le Nigeria était le premier marché
d'Ecobank. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors, en tant que directeur général d'Ecobank, et d'autres banques d'ailleurs, mais on va parler d'Ecobank parce que c'est au Nigeria, tu as forcément côtoyé de près ou de loin des gens comme Aliko Dangote, Oui. des gens qu'on voit à la télé et dont les succès nous rendent tous très fiers. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces gens-là? Écoutez, et je vais être très honnête avec vous. Un des éléments qui a été déterminant dans mon choix de devenir entrepreneur, c'est sûrement mon passage au Nigeria. Ok. Disons les choses telles qu'elles sont. Déjà, il ne faut pas avoir de complexe. Et malheureusement, dans certains de nos environnements, et je ne vais pas commencer à faire, je dirais, la comparaison classique est souvent faite entre les pays francophones et les pays anglophones. Il ne faut pas avoir de complexe. Quand on sait qu'on a des opportunités, qu'on a de l'expérience, qu'on a des capacités intellectuelles du même niveau que n'importe qui dans le monde, et notamment les Européens, il n'y a aucune raison d'avoir des complexes et de laisser aux autres ce qu'on pourrait faire soi-même. Et ça, c'est très typique de ce qu'on retrouve, c'est vrai, dans beaucoup d'environnements anglo-saxons, mais en particulier au Nigeria. Deuxièmement, il y a une espèce de fierté qui est extraordinaire quand on se retrouve dans ce pays-là. Les gens sont fiers d'être nigérians, de l'affirmer et de jouer sur cette fibre-là, justement, pour faire la différence. En plus du fait que c'est un gros marché, plus de 200 millions de personnes vivent sur cet espace territorial. La compétition est très très forte. Donc, faire la différence dans ce type d'environnement-là, ça nécessite quand même d'avoir quelque chose au fond de soi, d'avoir de la détermination, mais surtout d'avoir la hargne de réussir, de faire et surtout de faire la différence. Quand on a vécu dans ce type d'environnement sans complexe, on se dit, mais il n'y a pas de raison qu'on ne se donne pas l'opportunité d'en faire autant par ailleurs. Autre chose qui je pense aussi qu'il faut que je souligne, c'est que, justement, et c'est c'est un élément auquel il faut qu'on réfléchisse d'ailleurs dans la plupart de nos pays. Vous savez, quand dans un pays on estime qu'un secteur stratégique, il faut pas le laisser dans les mains de personnes qui le contrôlent en dehors de chez vous. Si c'est stratégique, il faut que les nationaux puissent les contrôler. Tout à fait. Ça va de soi. Donc, autant ça va de soi, c'est pas le cas dans beaucoup de pays parce que on voit ici ou ailleurs des pays qui ont littéralement laissé entre les mains, je dirais, de capitaux étrangers, des secteurs majeurs, l'eau, l'électricité, le secteur du pétrole ou autre. Donc, au Nigeria, il y a cette volonté claire et affirmée de faire en sorte que les secteurs dits stratégiques soient dominés et contrôlés par des Nigérians. J'étais dans le secteur financier, notamment dans le secteur bancaire. La banque que j'avais la chance de diriger était, par la taille de son bilan, la première banque internationale dans le marché. Mais quand on faisait le classement des banques, nous n'étions guère que la 6e ou la 7e, parce que des banques nigérianes à capitaux majoritairement détenus par des Nigérians étaient de loin les premières. Ah oui, d'accord. Ah oui, sans complexe. Sans complexe. Et ces banques étaient les premières. Il n'y a pas eu de génération spontanée. Devant les banques il y a eu une volonté claire et bien organisée de faire en sorte que, à un moment donné, on donne l'opportunité à des Nigérians de devenir des champions chez eux. Alors, ne venez pas me parler de libéralisme, de ces choses-là qui sont des choses bien pensées, mais pour quelqu'un qui est un praticien de l'économie, je vais vous dire sans embâche, je me délecte
de ce qui se passe en ce moment à l'échelle mondiale, et notamment avec l'arrivée de Trump. Parce que beaucoup de ces dogmes qui nous ont été servis, beaucoup de ces principes qui nous ont été imposés, appliqués pendant de longues années, sont en train, devant nous, d'être battus en brèche par ceux-là même qui nous les ont imposés. Donc aujourd'hui, de grâce, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Faisons en sorte que nos pays aient le contrôle de leurs économies. Et ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on a donné à des nationaux la capacité de contrôler les secteurs qu'on estime être stratégiques chez eux. Point. Je ne sais pas si tu as suivi l'interview d'Aliko Dangote dans laquelle il parlait de ça, en disant que l'une des différences entre le Nigeria, c'est quand même que je suis depuis pas mal d'années, hein, et il disait à peu près la même chose dans d'autres, en disant que la différence entre le Nigeria et les pays d'Afrique francophone, parce que pour lui, on lui posait une question, parce qu'il est en train de s'implanter dans les pays francophones avec ses cimenteries, et il disait qu'il était très surpris que dans certains pays comme le Cameroun, ça se passait plutôt bien, parce qu'il s'attendait à plus de difficultés. Mais il faisait la remarque que la grosse différence entre le Nigeria et les anciennes colonies francophones, c'est qu'au Nigeria, l'économie est tenue par des Nigérians, alors que dans les autres pays francophones, l'ancienne puissance colonisatrice ou d'autres multinationales sont très présentes dans les économies et influent de manière assez... mais typiquement dans le même type de termes. Non, et c'est ça la vérité. Dans certains pays, on est encore dans des situations très paradoxales où, si vous faites une analyse relativement détaillée de la structure de détention du capital, vous serez surpris, et je n'ai pas besoin de citer un pays ou un autre, que dans certains cas, pas plus de 5 ou 10% du capital seulement est détenu par des nationaux. Et donc 90% de ce qui est détenu par les grandes entreprises qui constituent les moteurs de l'économie soit détenu par des capitaux étrangers. Ça n'a pas de sens. En tant que financier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que d'un point de vue profane, on pourrait dire c'est le meilleur qui gagne. Mais d'un point de vue financier, est-ce que ça a un impact? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le discours du style oublions la mondialisation et faisons comme si on devait revenir à cette époque où chacun vivait en autarcie et puis chacun un truc. Mais la réalité, quelle est-elle aujourd'hui? La réalité, c'est que chacun regarde midi à sa porte. La réalité, c'est que malgré la mondialisation, aujourd'hui, plus que jamais, il y a des enjeux de contrôle des économies, il y a des enjeux de maîtrise de flux, et il y a surtout des enjeux de rationalité dans la distribution des revenus. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'à l'échelle de l'Afrique, seulement entre 15 et 20% du commerce intra-régional est fait entre les pays africains eux-mêmes? 80% de leur commerce est fait avec l'étranger. Alors qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire de façon directe. Tout à fait. Sans avoir à passer par l'étranger. On a encore des situations ahurissantes où on exporte des matières premières à l'étranger. Ouais. On les fait travailler, manufacturer, on crée la valeur ajoutée, on les ramène chez nous, alors que la capacité de produire ces instruments-là, ou ces produits, existe localement. Où est la logique? Donc, arrêtons de philosopher en la matière. Je crois qu'il faut être pragmatique. Il faut regarder la structure de nos économies et puis il faut faire un choix délibéré de dire contrôlons nos économies. Créons de vrais champions dans nos pays et donnons-leur les moyens de compétir à armes égales avec les multinationales. Combien de multinationales africaines avez-vous? Pas beaucoup. Alors, pourquoi, aujourd'hui, précisément, on parle de multinationales comme si c'était la seule panacée des pays européens? Alors qu'aujourd'hui, oui, dans certains domaines, on devrait avoir de grandes multinationales africaines. Mais ça se crée. Quand on regarde les économies africaines, toi tu es maintenant en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, mine de rien, va un peu plus vite quand même
que les autres pays d'Afrique francophone. Et pourtant, c'est un pays qui sort de pas très très longtemps d'une grosse crise. Qu'est-ce qui fait la différence? Maintenant, tu es un acteur local ici. Qu'est-ce qui pour toi fait cette différence? Alors, vous savez, faire de la croissance économique, je vais vous dire, c'est pas très compliqué. En réalité, faire de la croissance économique, c'est pas très compliqué. Parce qu'il y a des paramètres très clairs sur lesquels, mesurables, sur lesquels, si on prend le temps de se pencher, on peut faire de la croissance économique. Je peux vous les donner. Pas compliqué. Premièrement, susciter dans son pays de la consommation vertueuse par les ménages. Mais ce qu'on appelle la consommation vertueuse, c'est de s'assurer que cette consommation-là, elle est d'abord tirée par des produits qui sont produits, fabriqués et manufacturés dans le pays. D'accord? Pour faire en sorte que justement, autant que faire se peut, la balance commerciale, donc la balance des échanges avec l'étranger, soit favorable, qu'elle crée le niveau de réserve nécessaire pour stabiliser nos monnaies, ok? Et que ce soit justement un des éléments qui nous permettent d'investir, donc l'investissement, donc deuxièmement, consommation des ménages, favoriser donc l'investissement dans des outils de production, ok? Pas dans des éléphants blancs, dans des outils de production. S'assurer qu'il y a de l'épargne, parce que l'épargne est un élément important dans la constitution, je dirais, d'une croissance durable, parce qu'on ne peut pas financer le développement exclusivement par de la dette. Il faut faire en sorte qu'il y ait de l'épargne. Et puis, dernier élément, sur lequel malheureusement beaucoup de nos pays ne jouent pas, c'est l'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, si ces paramètres-là sont bien compris et maîtrisés, il n'y a pas de raison de ne pas faire de croissance économique. Il n'y a pas de raison. Donc, naturellement, si vous prenez la Côte d'Ivoire, en particulier, puisque vous en parlez, ce qui se passe depuis quelques années, c'est des choses très simples. Oui, il y a eu un effet très important d'investissement, notamment en matière de travaux publics, d'infrastructures, etc. Forcément, ça a poussé la croissance. La balance commerciale, parce que l'économie est très diversifiée et qu'elle permet effectivement sur des produits comme le café, le cacao, la noix de cajou, l'EVA, d'être en situation d'exportation, même si les importations sont relativement importantes, la marge est encore positive, donc il y a une balance commerciale qui est positive. Okay. La balance des comptes budgétaires est relativement stable dans le sens où on n'est pas sur des déficits budgétaires qui sont très élevés. Donc tout ça fait que, mis bout à bout, on arrive à être dans un cercle relativement vertueux de croissance. Mais, encore une fois, tout ne se résume pas à la croissance économique. Parce que pour développer un pays, ce ne sont pas simplement des indicateurs macroéconomiques qui sont importants. Ce qui fait qu'un pays devient compétitif, c'est aussi la force de ses institutions. Et ça, c'est très important. La qualité de son système judiciaire, le respect de la loi et des constitutions, ce genre de choses-là. L'autre chose, c'est bien sûr le capital humain. On n'en parle pas assez. La santé et les compétences. Deuxièmement, on est en pleine 4e révolution industrielle, l'adoption des nouvelles technologies et justement la création d'un environnement d'innovation et de recherche qui soit susceptible justement donc d'améliorer ce qu'on appelle la productivité des facteurs totaux pour faire un peu d'économie, c'est-à-dire tout ce qui est recherche et développement quand on a fait de la productivité du capital et de la productivité du travail. Donc ces choses-là, elles sont connues. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Il faut avoir la volonté de le faire de façon soutenable. Et surtout, il faut se donner une capacité d'exécution de stratégies qui sont bien pensées. Et cette capacité d'exécution, ce sont d'abord les hommes, le capital humain.
C'est pour ça que vous me parliez de santé tout à l'heure. Oui, c'est important de créer les conditions pour que la santé soit du meilleur niveau possible, mais surtout faire en sorte que les systèmes éducatifs, les systèmes de formation, les systèmes d'amélioration de compétences soient les éléments principaux. Aujourd'hui, il y a certains pays qui n'ont pas de matières premières, mais qui sont les plus compétitifs au monde. Et je vais pas, les Asiatiques, je n'ai pas besoin de les citer. Parce qu'il est arrivé un moment aussi où ils ont fait de la culture du savoir un élément de stratégie de développement. C'est même peut-être le plus important. On a tout pour se développer en Afrique. Mais il faut, pour ça, avoir le leadership nécessaire. Pourquoi nos dirigeants, d'après toi, hein, n'investissent pas beaucoup dans l'éducation? Parce que ça m'a toujours très surpris, les mauvaises comptabilités qui sont faites en Afrique. Quand on parle d'éducation, oui, on a construit tel nombre de salles de classe. Ça n'a rien à voir. Comme si avoir 100 salles de classe impacte le niveau des élèves. Quand on parle des hôpitaux, on a tel nombre d'hôpitaux, sans parler là aussi des plateaux techniques et de ce qu'on est capable de... Parce qu'on a de plus en plus de salles de classe, de plus en plus d'hôpitaux. Bon, je vais essayer de ne pas penser que c'est parce que construire des écoles et construire des hôpitaux sont des marchés qui sont quand même relativement juteux. Donc, je vais essayer de penser que ce n'est pas pour ça que... mais en réalité, encore une fois, on en revient à la même chose. Est-ce qu'on a investi dans la formation du corps enseignant? Combien de pays ont osé regarder en face la réforme des systèmes éducatifs en commençant par la formation des enseignants? Ouais. Vous savez, il y a des gens qui sortent de l'école nationale supérieure comme enseignants et qui 20 ans ou 30 ans après n'ont jamais été recyclés. Tout à fait. Comment est-ce possible? Donc il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions. Donc il n'y aura pas d'amélioration de nos systèmes de formation si le corps enseignant ne s'est pas mis à niveau et si on ne crée pas l'infrastructure nécessaire pour que, dès le plus bas âge, la rigueur, la compétence et surtout la discipline soient au rendez-vous. Aujourd'hui, les calculs sont là, les chiffres sont là. Dans certains pays, et pour ceux que je connais, si vous prenez 100 enfants qui rentrent en 6e, seulement 30 ont le niveau pour entrer en 6e. Mmh. Donc certaines ne savent même pas lire. Voilà, dans certains cas, donc 70 enfants entrent en 6e sans avoir ni le niveau, etc. Mais le système crée ce qu'il engrange. Mais est-ce que quelque part, moi, c'est une question que je me pose souvent, est-ce que nos dirigeants, en tout cas certains d'entre eux, n'ont pas intérêt à avoir des populations pas très bien instruites, pas très bien formées, pas très bien... Parce qu'au final, une population qui est très instruite... Écoutez, je vais essayer de ne pas penser ça. Ce serait quand même un peu dommage de s'imaginer que, de façon très machiavélique, on crée de la sous-éducation et du sous-emploi pour avoir des masses qui deviennent, voilà, consommateurs. Non, je vais essayer de penser que cela n'est pas quelque chose que des personnes qui sont en situation de leadership. Juste chéri, d'où je tiens ça, de mon père, qui lui, très brillant dans son parcours éducatif, mais il dit que lui, par exemple, il fait partie de la dernière génération qui a été formée à l'époque par des professeurs français. Parce qu'avant, c'était les Français qui formaient dans nos universités ici, avant que des professeurs camerounais prennent le relais. Et il dit qu'ils avaient un professeur d'économie, justement, comme par hasard, qui était vietnamien, mais vietnamien français. Et c'était un professeur qui était extrêmement exigeant envers eux et qui leur donnait des choses très difficiles à faire. Et quand ils ne comprenaient pas, ils se plaignaient par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, il leur disait très clairement que je n'ai pas envie que vous ayez une éducation au rabais par rapport à ce qui se fait en France ou ailleurs. Parce que très clairement, ce qu'on vous apprend ici en général, c'est pas au niveau de ce que les autres font ailleurs. Et j'ai comme l'impression que c'est comme si c'était quelque chose qui... Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas caricaturer. Je suis un pur produit du système éducatif ivoirien. Et je dis toujours que
diplômes dont je suis le plus fier, c'est le diplôme de l'École supérieure de commerce, parce qu'avec ça, et même si je n'avais pas fait autre chose, je ne doute pas un seul instant que j'aurais fait la carrière que j'ai faite. Ah oui. D'accord. Ok. Donc j'ai été formé dans ce pays. Et donc, il y a eu la possibilité dans ce pays d'être formé dans des conditions très élitistes et pas simplement pour une petite partie de la population, mais pour la population la plus large. Et il y avait justement dans ce pays les mêmes opportunités qui étaient données à des personnes qui ne sortaient pas forcément de familles avec des moyens très importants, etc., d'accéder aux meilleures universités. Donc, si ça s'est fait, et d'ailleurs ça continue à se faire dans certains lycées, dans certains établissements d'enseignement supérieur, si ça s'est fait, c'est que c'est possible. Il suffit simplement, aujourd'hui, de créer les conditions pour que ça se fasse de façon beaucoup plus large. Et que le même niveau d'exigence qu'on a, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de polytechniciens qu'on en a aujourd'hui, oui, et qui ont été formés à la base en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bien pour dire que la qualité de l'éducation, elle peut être très très bonne. Mais il ne faut pas que ce soit justement juste 1 ou 2% de la population qui puisse avoir accès à cela, parce que, à la base, le système est faussé. Donc, il faut revenir aux fondamentaux, faire en sorte que le niveau de l'éducation soit le plus élevé parce que les enseignants sont bien formés, qu'ils ont une éthique de leur profession qui est la plus élevée et que les mêmes exigences qu'on leur impose en matière de résultats, on les impose aussi aux élèves. Très bien. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours. Tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant, c'est que tu penses qu'avec ton diplôme acquis en Côte d'Ivoire, tu aurais fait à peu près le même parcours. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que c'est un point très important par rapport à toute la jeunesse qui étudie en Afrique et qui a tendance à penser que quand quelqu'un vient de la diaspora, il est privilégié par rapport à un local pour un poste sur place, il est mieux payé et bien souvent ce n'est pas justifié parce qu'en plus il ne connaît même pas le métier, il faut lui apprendre le métier et il est mieux payé, il a plus d'avantages. Est-ce que c'est vrai de dire que avec un diplôme obtenu ici, tu aurais pu faire la même chose que Harvard, London Economics? Alors, écoutez, il faut déjà être clair sur ce qu'on se fixe comme, je dirais, trajectoire de carrière à un moment donné. Et puis se dire que si on estime qu'à certains moments et pour passer certains caps, on a besoin de certains éléments spécifiques, il fallait les chercher. Quand j'ai pris l'option, il y a quelques années, de m'expatrier, je me suis dit que, forcément, ça pourrait servir de disposer de diplômes ou de qualifications qui, sur le plan international, me mettraient au même niveau, sans avoir à questionner d'où je viens, que ceux contre qui j'allais devoir compétir parce que le monde du travail est un marché où la compétition est d'abord la règle. Donc, c'était un additif. C'était pas une condition sine qua non. La base était déjà là. Et c'est parce que cette base existait que ça a été relativement aisé pour moi de venir rajouter ces éléments. Donc, je ne prends pas à l'inverse. D'accord? Je ne suis pas parti en disant il y a tellement rien en Afrique que pour que j'ai déjà un emploi, il faut que je fasse un MBA de X, de Y ou de Z. Et que maintenant que j'ai ce MBA, justement, je suis beaucoup trop qualifié pour revenir travailler en Afrique où c'est un désert. Non, ça ne marche pas exactement comme ça. Fort heureusement, nos écoles forment encore des gens d'une très bonne qualité, même si c'est vrai que l'environnement s'est quelque peu dégradé à certains égards. Mais voilà,
la base est là. Aujourd'hui, comme je dis, et je voulais, sans vouloir insister, c'est possible d'élargir le spectre d'écoles primaires, d'écoles secondaires, de collèges, etc., qu'on peut labelliser comme des écoles d'excellence. Mais ça, ce ne sera pas l'initiative seule de quelques privés. Il faut qu'il y ait un engagement de nos États à faire en sorte que ces valeurs d'excellence, de mérite et de méritocratie reviennent au centre du sujet. Il ne faut pas faire de nivellement par le bas quand il s'agit de l'éducation. On le paye très cher. Ouais, c'est vrai. Très très cher d'ailleurs. Je ne sais plus qui disait que une éducation au rabais, c'est très dangereux, surtout quand on forme des médecins, quand on forme des gens qui vont manipuler la vie des gens. Il faut vraiment pas s'amuser avec une éducation au rabais. Quand on lit ton CV, on se rend compte que tu as fait énormément de choses. Mais quel est le prix que tu as payé pour avoir ce succès? Parce que on a l'habitude de dire que le succès vient avec une part de sacrifice qui bien souvent n'est pas visible. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit Usain Bolt courir moins de 10 secondes, on ne voit pas les 4 ans d'entraînement avant les Jeux Olympiques. Pareil, quand on voit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba et bien d'autres marquer des buts, on ne voit pas les heures d'entraînement. Et je crois que c'est le même raccourci que les gens font quand ils voient des gens qui ont un succès dans la vie, c'est de ne voir que ce moment-là et de ne pas voir tout ce qui en réalité a permis ça. Vous saviez, vous disiez tout à l'heure, enfin tu disais tout à l'heure que je ne suis pas très présent dans les médias et que je ne parle peut-être pas autant que j'aurais pu le faire. Mais ça part aussi d'une philosophie très simple. On ne se pose pas souvent la question du temps que ça prend pour une graine de germer. On est bien content quand on voit un fruit. D'accord? Sauf que la différence entre le fruit qui est bon et celui qui l'est peut-être moins, c'est la qualité de la semence et la façon dont il a été cultivé. Donc aujourd'hui, je passe sûrement beaucoup de temps à germer, à planter, plutôt qu'à parler des fruits qui sont visibles, parce que ce qu'on appelle le succès et ce dont on parle le plus facilement, en général, n'est que le résultat de choses très importantes qui ont été faites par ailleurs. Et j'aime pas trop parler de succès parce que, d'abord, voilà, par modestie, je préfère que ce soit mes actes qui parlent pour moi et pas moi qui parle de ce que je fais. Deuxièmement, je pense que on devrait tous, surtout en Afrique, faire en sorte que ce soit l'effort collectif qu'on met pour transformer de façon durable, que ce soit cet effort-là qui paye plutôt que les bruits, les forums et toutes ces choses-là dans lesquelles on dit et redit les mêmes choses sans voir de résultats. Il arrive un moment où il faut arrêter de parler. Il faut être dans l'action. Il faut être dans la transformation structurelle. Il faut être dans la qualité de la graine. Il faut être dans la semence. Le fruit, il viendra si on a fait ce travail-là au préalable. Donc oui, je ne parlerai pas de mes sacrifices, mais de temps en temps, j'aime parler de mes échecs. D'accord. De temps en temps, j'aime parler des choses qui n'ont pas été faciles ou qui n'ont pas été parce que quand on a l'occasion, comme je le fais aujourd'hui, de parler aux personnes qui suivent ce média, je ne veux pas donner l'impression que c'est facile de réussir quand on est entrepreneur, que c'est facile de réussir quand on est en position de direction générale dans des grandes organisations, ou même que voilà on a des accès qui sont tellement privilégiés qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est un long cheminement, c'est une compétition.
C'est de la même façon que les pays compétissent entre eux, de la même façon les individus, sur les marchés où on est, compétissent à tout moment pour être à la place où ils sont, dans les positions qu'ils sont. Et voilà, donc, et ça nécessite quelquefois d'accepter qu'on s'est trompé, qu'on a fait de mauvais choix, qu'on a eu des échecs, qu'on a appris de ces échecs-là, et que voilà. Est-ce que tu veux bien justement nous partager des leçons que tu aurais apprises de quelques échecs qui ont été marquants pour toi? Oui, écoutez, dans une carrière, vous devinez bien qu'on en a plusieurs, mais je vais faire la différence entre deux époques de ma vie. La plus récente, c'est celle d'entrepreneur et, je veux dire modestement, d'investisseur. Vous savez, je disais récemment à quelques personnes avec qui je discutais que moi aussi j'ai connu la vallée de la mort de l'entrepreneur. Ah oui, la vallée de la mort, j'ai dit oui, vous savez, cette période dans la vie d'un entrepreneur où, au départ, vous partez avec tellement d'enthousiasme, le projet est beau, les engagements que les gens, certaines personnes prennent vis-à-vis de vous sont merveilleux, tout le monde vous dit allez-y, on vous soutient. On fait même des promesses. On vous écrit quelquefois de belles lettres pour vous dire, voilà, si vous y allez, on va mettre tels et tels montants dans vos projets, etc. Et puis, on arrive dans cette phase où toutes ces belles promesses s'évanouissent. Les projets ont du mal à se réaliser, où tous les plans que vous avez réalisés ou que vous avez mis en œuvre se passent exactement de la façon contraire de ce que vous aviez anticipé, ou vous vous retrouvez seul parce que malheureusement, plus personne ne vous suit dans ces moments-là, et vous avez l'impression que ça ne va jamais finir. J'ai connu ça. Donc la personne que tu as en face de toi, même si je peux parler de choses qui ont peut-être par ailleurs réussi, a connu cette période-là où on se retrouve, on se dit « Oups, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que c'était une bonne idée de quitter mon environnement feutré où j'avais 10 000 employés sous ma responsabilité ?» Oui, j'ai connu ça. J'ai connu une entreprise où j'avais 10 000 employés sous ma responsabilité, où j'avais plusieurs milliards de dollars que je gérais dans un bilan. Oui, j'ai connu ça. Mais à contrario, j'ai connu aussi la période où j'étais seul dans mon bureau avec une assistante où plus personne ne venait me voir. Wow. Et où on est obligé ensuite donc de retrousser les manches, de repartir avec la rédaction des propositions, de faire des pitchs et de repartir comme si on n'avait jamais fait autre chose que ça. Oui. Ok. On ne voit pas ces... On ne voit pas ces moments-là. Ouais. On pense que tout est beau. La résilience dont on parle pour les entrepreneurs, c'est aussi ça. C'est de dire, si je suis encore là en train de vous parler, si j'ai peut-être pu passer certaines de ces phases-là, il faut pouvoir trouver au fond de soi-même les ressources nécessaires pour, de façon très calme, de façon très lucide, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, prendre des décisions décisives, prendre des décisions importantes à des moments décisifs, et puis faire le tri des choses et avancer. Oui, il faut s'apprêter des fois mentalement à avoir donc la capacité d'accepter ces échecs, de tirer des bonnes leçons de ces échecs et d'en faire des facteurs de succès. Alors, Xavier Niel, entrepreneur français très connu, notamment dans le domaine de la communication, a fait une interview qui avait été très intéressante dans laquelle il disait qu'il est très surpris à chaque fois que les gens parlent avec lui du fait qu'on l'associe tout le temps à la réussite. Les gens lui parlent tout le temps de ce qu'il a réussi. Et pourtant, lui, il a le sentiment qu'il passe son temps à échouer. Que la plupart des choses qu'il fait ne marchent absolument pas du tout. Et au final, on a l'impression qu'on le définit par ce qu'il a fait de manière exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, on ne parle pas assez de nos échecs. Mais Dieu seul sait qu'on en a. Vous savez, on ne prend pas souvent le temps de s'interroger sur le produit final qu'on a et que tout le monde s'arrache
dans sa phase de conception et de mise en œuvre. Quand vous avez un produit qui arrive sur le marché, personne ne s'interroge sur le nombre d'échecs qu'il y a eu auparavant, le nombre de tentatives qui ont quelquefois échoué, etc. Ce qu'on en appelle ideation, le processus du passage de l'idée à la matérialité. Ce temps-là, qui est fait en général de beaucoup d'échecs, personne n'en parle. Et de temps en temps, quand j'ai l'occasion, comme aujourd'hui, de parler, j'ai dit non, soyons lucides. On a beaucoup d'échecs quand on est entrepreneur. Il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt pour accepter qu'on aura des... Enfin bon, vous savez, j'ai mis beaucoup d'énergie sur un projet très important dans ma vie au cours des 5 dernières années. J'ai engagé avec moi des personnes qui ont pris des engagements financiers très importants. Et puis un matin, on me dit, écoutez monsieur, ça se fera pas. Ça se fera pas parce que ça se fera pas. Point. Vous avez l'impression que le monde s'écroule. Mais ça, bien sûr, c'est plus facile de se dire que j'ai peut-être le parcours que j'ai, que de toutes les façons, je vais m'en sortir. Si je n'en parle pas, forcément, vous ne le saurez pas. Mais on apprend beaucoup de ce type d'échec parce qu'il y a certaines choses que... Mon père aussi a été directeur de banque et il a perdu son boulot. Et c'est très drôle parce que quand il avait perdu son boulot de directeur de banque, au début, il a eu plein de propositions qui n'étaient pas des propositions du même standing, il les a toutes refusées. Il dit que plus le temps passait, et moins il avait des propositions Bien sûr. qui se rapprochaient même à celles qu'il avait refusées. Et il dit souvent qu'il a beaucoup plus appris de ses échecs que de ses moments de réussite. Ouais. Que quand tout va bien, on n'apprend pas grand-chose. Ouais. Mais que c'est quand il était dans le trou, qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vraiment tant d'amis qu'il pensait, qu'il avait beaucoup de courtisans, mais ce n'étaient pas des amis. Non, et c'est bien que vous en parliez, parce que ça aussi, c'est un message que vous pourrez passer aux personnes qui nous écoutent. Vous avez dit que j'ai une carrière où j'ai fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux le dire. La plupart des changements de position dans lesquels je me suis retrouvé, ce sont des changements de position que j'ai suscités. Parce que chaque fois que je me suis retrouvé dans une position, l'idée de devoir y rester trop longtemps me faisait peur. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, parce que certaines personnes restent dans des positions pendant de très longues années. Je suis toujours très admiratif des gens qui sont directeurs généraux pendant 20 ans ou 30 ans. Je veux dire ça, je trouve ça presque extraordinaire. Parce que, précisément, j'ai toujours eu le sentiment que c'est la capacité qu'on a à se renouveler, à aller chercher à faire des choses qui sont quelquefois au-delà de ce qu'on imagine qu'on est capable de faire. La capacité qu'on a à sortir de sa zone de confort et de prendre de nouveaux challenges, c'est ça qui, en réalité, définit la trajectoire d'un leader, de quelqu'un qui aspire à un moment à gérer certaines choses. Donc j'ai chaque fois en fait créé ce qu'on appelle un burning plate, c'est-à-dire j'ai créé un environnement où je ne me sentais pas moi-même à l'aise, où en fait je challengeais les positions dans lesquelles j'étais. Et dès l'instant où je me rendais compte que je commençais à atteindre un niveau qui aurait pu me faire soit désapprendre, soit être en position d'être remplacé, il fallait que je parte. Donc, ce n'est pas le marché qui me challengeait, je me challengeais moi-même pour aller chercher la prochaine bataille, le prochain enjeu. Et ça fait que, oui, j'étais en compétition permanente avec moi-même. C'est comme un produit sur un marché. Un produit qui ne se renouvelle pas, qui ne se différencie pas, qui ne se remet pas en cause, il est voué à la disparition. Oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand tout va bien, c'est quand tout a l'air de bien aller,
qu'il faut se poser les questions Tout à fait. de la suite. Ouais. C'est vrai. Il ne faut pas attendre que la crise s'installe, Ouais. parce qu'à ce moment-là, on n'a plus d'options. Dernier élément, c'est important d'avoir le choix. C'est important dans la vie de se retrouver dans des positions où on a le choix. Parce que le jour où vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre option que d'accepter tout ce qu'on vous donne. Ouais. Et donc, il faut se donner les instruments et les armes pour avoir le choix. Et quand je vous disais tout à l'heure que, quelquefois, certains des diplômes ou certaines des qualifications que je suis allé chercher, c'était un additif, c'était justement pour avoir le choix. Parce que si, forcément, je me retrouve sur un marché en compétition avec quelqu'un et que la seule question de « Ah, au fait, son background, c'est quoi ?» C'est « Ah non, non, c'est… Voilà, on se dit… Donc, mettons de côté la question de la qualification, donc de la présomption de non-ignorance qu'est le diplôme. Donc, au moins, ça s'est mis de côté pour parler enfin de la compétence, du caractère, donc de ce qu'on est. Et surtout des éléments de leadership qui vont permettre de faire la différence quand on est dans la position. Tout à fait. Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu considères que tu as réussi? Vous savez, comme j'ai dit, c'est un continuum. Je suis encore en plein dans le chaudron, encore en train de faire des choses et d'autres. Donc, est-ce que j'ai réussi? Non, c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. Et je ne pense pas que même des personnes qui sont multimilliardaires vous disent, voilà, j'ai peur des gens qui disent « je suis arrivé ». J'ai peur des gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Parce que pour moi, ça, c'est le début de la fin. Ouais. Et c'est peut-être manquer même de modestie. Non, on est dans un train qui avance, avec bien sûr de nouveaux challenges chaque fois, et il faut se donner la capacité de faire au mieux en fonction des options qu'on prend, mais on est constamment en course. On est constamment en train de prendre de nouveaux défis. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait créer des champions locaux. Et bien évidemment, l'un des gros acteurs qui doit le faire, c'est l'État. L'État a un rôle fondamental. Mais qu'en est-il des banques? Est-ce que les banques dans nos pays, alors déjà, je trouve elles ont très mauvaise réputation, parce qu'on trouve que les banques sont très chères, qu'elles pratiquent des taux exorbitants, quand on les compare à, bien évidemment, ce qui se passe en Occident, que les banques s'enrichissent énormément, elles ont beaucoup de liquidités, qu'elles prêtent très peu, ou alors qu'elles prennent très peu de risques, et donc au final, qu'elles ne contribuent pas à créer des champions locaux non plus à leur niveau. Qu'est-ce que toi qui es un acteur, ou qui a été pendant très longtemps un acteur… Alors, je vais être très prudent en répondant à cette question. Je suis un ancien banquier, donc je ne vais pas tirer sur le métier que j'ai fait pendant de longues années. Mais il y a deux aspects à cela, par rapport à ce que tu viens de dire. Le banquier, en tout cas le banquier commercial classique, ce n'est pas celui qui va se substituer au capital qui investit. Il faut être clair là-dessus. Pour qu'on arrête de penser que les banques sont là pour apporter l'equity, le capital qui fait fonctionner les entreprises. D'accord? Parce que une banque, par sa nature même, fait de l'intermédiation, prend des dépôts, les recycle pour faire des prêts qui doivent être remboursés. Donc, ce n'est pas la nature de ce qu'est l'equity, le capital qui est l'engagement des actionnaires de mettre leur argent pour faire avancer une entreprise. Donc, le discours qui consiste chaque fois à dire « les banques ne prêtent pas, les banques ne prêtent pas », à un moment, il faut faire la distinction entre ce qu'on attend d'elles en tant que pourvoyeur de capitaux sous la forme de dette, d'accord,
que ce soit l'exploitation ou la dette pour faire de l'investissement, et l'accompagnement qu'on attend d'elle en tant que pourvoyeur de fonds propres, qui n'est pas leur nature, parce que bien sûr, il y a d'autres types de banques. Et Dieu seul sait que dans les métiers de la banque, il y en a suffisamment pour truc, mais il faut faire cette distinction. D'accord? Donc, quand on dit que les banques ne prêtent pas, ou quand on dit qu'elles ne sont pas assez actives, il faut savoir ce qu'on leur demande, en réalité. OK? Après, en parlant de cela, c'est le deuxième élément. Quand on regarde le paysage bancaire dans la plupart de nos pays, et je vais peut-être parler plus facilement de ceux de l'Afrique de l'Ouest, il y a quelque chose dont je parle depuis longtemps, qui m'a d'ailleurs fait valoir des inimitiés, parce qu'on a pensé que, sortant du Nigeria, je voulais faire repliquer le modèle nigérian dans d'autres pays. Mais regardons les choses en face. La banque, l'activité bancaire, c'est précisément une de celles où, et je le dis en anglais pour que ce soit bien compris, small is not beautiful. Être petit dans le secteur bancaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que la force d'une banque, c'est d'abord la force de ses fonds propres. Et les crises qu'il y a eu récemment, depuis 2009, peut-être avant, sont venues faire la démonstration que si des banques ont failli disparaître, c'est d'abord parce qu'on a estimé qu'elles n'avaient pas le matelas de fonds propres nécessaire pour faire face, d'accord, à la volatilité qu'il peut y avoir dans les marchés. Donc, il faut faire en sorte que la capitalisation des banques soit la plus forte possible pour absorber ces chocs. Donc, si vous avez une petite banque, il y a un problème. D'accord? Le choix que le Nigeria a fait à un moment donné, c'est de passer de 150 banques à 23. Parce que à un moment, les régulateurs ont dit, vous savez quoi? Si vous n'avez pas un capital de 250 millions de dollars au minimum, il n'y a pas de banque. Et je vous ai indiqué, je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'il y avait de grandes banques au Nigeria. C'était la conséquence de ce choix important de faire en sorte qu'on ait des banques qui soient d'une certaine taille, pour justement être en mesure de financer des projets d'une certaine taille. Quand on veut faire une raffinerie de 20 milliards de dollars, il doit pouvoir avoir le confort qu'avec des banques locales, il peut amorcer la pompe. Que certaines d'entre elles peuvent lui donner collectivement les 2, 3 ou 4 premiers milliards dont il a besoin pour avancer. Et pour faire ça, il faut avoir des banques d'une certaine taille. Donc, sortons de l'idée que on peut avoir une dissémination de petites banques, d'accord, et que ça va financer une économie. Ça ne marche pas comme ça. Je peux vous en donner l'illustration très simple. C'est pas très compliqué. Faites le calcul avec moi. Si vous avez une banque qui a des fonds propres de 20 milliards de francs CFA et qu'on considère que vous ne pouvez pas prêter à plus de 10% de vos fonds propres à un individu, le maximum que vous pouvez faire, c'est 2 milliards de francs CFA. D'accord? Qu'est-ce que vous financez de façon significative, transformationnelle, avec 2 milliards de francs CFA? Pas grand-chose. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut que le secteur bancaire se consolide, qu'on crée les conditions pour qu'il y ait de grandes banques. Fort heureusement, on l'a vu, il y a des initiatives de rehausser le capital minimum des banques en zone UEMOA. Ça va peut-être arriver dans d'autres zones, mais c'est un mouvement qu'il faut accélérer pour qu'il y ait de grandes banques. Deuxième élément, quand on dit avoir de grandes banques, c'est pas créer de grandes banques étrangères. Et là aussi, c'est le deuxième volet de ma discussion. Qui veut dire, créons les conditions pour que ces grandes banques qu'on veut créer, soient locales. On donne la possibilité à des capitaux nationaux ou régionaux, parce que nous sommes dans un espace régional, donc il faut créer justement l'effet de synergie régionale pour que ces capitaux régionaux-là viennent financer les fonds propres dont on a besoin dans nos pays. Donc, ces deux éléments-là, pour moi, ils sont primordiaux pour que, enfin, dans notre zone,
on puisse avoir des banques grandes, fortes, solides financièrement, qui financent vraiment le développement et qui financent l'économie réelle. Qu'est-ce que EcoBank a fait pour réussir là où il n'y a pas beaucoup d'autres qui ont suivi le chemin? EcoBank aujourd'hui est partout. Et dans tous les pays où EcoBank est, c'est un acteur majeur. Bon, je vais essayer de ne pas parler de EcoBank parce que je n'y suis plus. Oui, mais il n'y a pas qu'EcoBank. Oui. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les banques nigérianes ont commencé à sortir de leur espace national, c'est justement parce qu'elles avaient du capital. Avant cela, elles étaient cantonnées au Nigeria. Le marché nigérien était suffisant pour que... Et précisément, il y en avait tellement. Il y avait 150 banques au Nigeria. Ça ne date pas de si longtemps. Donc, quand vous avez 150 petites banques, qui a le temps d'aller faire de l'expansion régionale? Personne. Mais quand vous avez 23 banques et qu'il faut rentabiliser ce capital-là, vous allez chercher des leviers de croissance en dehors de votre espace. Et vous savez qu'en matière de, vous savez, si vous ne le savez pas, en matière de stratégie, une des bases pour commencer à s'étendre à l'étranger, c'est d'être fort sur son marché local. Oui. Donc, fortes sur leur marché local, elles étaient en mesure d'aller regarder ailleurs. Et aujourd'hui, la plupart des banques nigérianes ont mis en place un processus d'expansion régionale qui fait qu'elles sont présentes dans la plupart des pays d'Afrique, en suivant justement le modèle qui a été celui d'EcoBank. On a UBA, on en a d'autres qui sont... Exactement. Donc, ce n'est pas exclusif à EcoBank. Mais ça va de soi. Et je vous disais aussi, créer des multinationales, c'est comme ça que ça commence. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire, fort heureusement, on commence à avoir des multinationales africaines. Effectivement, que ce soit UBA, Zenith, Access, qui a eu une croissance extraordinaire, qui est aujourd'hui une des premières banques au Nigeria, sinon la première, sont des banques qui, justement, méritent d'être appelées des multinationales. D'abord parce que non seulement ils investissent sur le continent, et aujourd'hui se permettent d'aller en dehors du continent pour faire valoir la qualité de leurs ressources humaines. Alors, ce qu'on a vu au niveau des banques, bon, même si je pense qu'on a longuement, surtout sur ce média, parlé des taux bancaires, qui sont un gros frein pour les gens de la diaspora, parce que je pense qu'ils ont toujours le réflexe de la comparaison. Quand on voit qu'on est dans des environnements en Europe, là où on a des 2-3%, et qu'ici on est plutôt sur du 10-12, quand parfois même certains vont au-delà. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est le fait que quand on prête avec 12%, parce que ça revient tout le temps, mais quand tu prêtes avec 12%, tu fais quelle marge pour pouvoir rentabiliser 12%? La première erreur à ne pas commettre, c'est de regarder les taux sur une base brute et de ne pas tenir compte de l'effet de l'inflation. Okay? Et en général, la façon dont il faut le regarder, c'est de regarder le taux d'intérêt, de défalquer l'inflation, et à ce moment-là, vous voyez quel est le vrai taux. Le vrai taux. Okay? Alors, bien évidemment, si vous parlez d'inflation, et sur des taux qui sont élevés, il faut régler ce qui pose le problème par rapport à l'inflation, qui en général est un problème qui est lié à certaines problématiques donc, de gestion des finances publiques. Parce que dans beaucoup de nos pays, malheureusement, l'indiscipline budgétaire, la facilité qu'il y a à imprimer de la monnaie, crée de l'inflation et forcément ça impacte, je dirais, la capacité de ces pays à faire des taux bas. Donc ça, c'est la première problématique. D'accord ? Mais dans les pays où il y a peu d'inflation, donc notamment dans les pays de la zone UEMOA, que je connais bien, même si c'est vrai ces dernières années, les pressions inflationnistes après le Covid ont fait que les taux sont restés relativement élevés, mais la tendance est en train d'aller à la baisse. Ces taux-là restent extrêmement compétitifs. Donc en valeur nette, si vous avez un taux de, je dis n'importe quoi, de 8%, avec une inflation qui est à 4 ou 5%, le taux net que vous avez, c'est un taux de 3%. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Il ne faut pas regarder simplement le taux facial. Donc, est-ce que c'est plus cher qu'ailleurs?
En valeur absolue, je vous dirais, pas forcément. Pas forcément. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut insister et insister sur le fait que l'épargne privée et publique, notamment l'épargne privée, est une des sources qui permet donc de réduire les taux. Si nous épargnons dans nos pays, si nous créons les ressources nécessaires qui sont accessibles aux banques, cette base de ressources leur permet justement de faire des prêts à des taux qui sont compétitifs pour éviter justement de se financer dans des conditions qui sont onéreuses. Parce que c'est quand le financement des banques est élevé qu'elles le passent à des coûts élevés, entre autres. Alors, on tire vers la fin de notre interview. Je voulais quand même parler un tout petit peu de finances personnelles. En tant que banquier, quelles erreurs tu as souvent vu les gens, des particuliers, faire avec l'argent? Il y en a malheureusement beaucoup. Et je dois dire que c'est quelquefois un peu sidérant, mais il y a d'autres choses auxquelles souvent on fait pas attention. Et d'ailleurs, en économie, ça s'appelle l'exubérance irrationnelle. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent vite. D'accord? Oui, enrichissement rapide. Et parce qu'ils veulent gagner de l'argent vite, dès qu'il y a des propositions de placement à des taux qui quelquefois sont totalement irrationnels, tout le monde est prêt à prendre son épargne et à investir là-dedans. Et on a vu plein de cas de Ponzi qui se sont multipliés simplement parce que, voilà, on se dit que gagner 3,5% par an, c'est pas assez pour une épargne. Si on nous propose 5 ou 6% par heure, il vaut mieux sauter là-dessus. Et puis, et on n'a pas on prend pas la mesure de ce que ce type d'attentes qui sont quelquefois irrationnelles peuvent avoir un impact dramatique sur toute une économie. Parce que beaucoup de petits épargnants mettent le fruit de leur labeur dans ces choses. Donc, quand on parle de finances personnelles, la première des choses que je dis, c'est essayons de garder un peu de bon sens et de rationalité quand il s'agit de nos placements. Même si la banque n'apporte pas autant, mais au moins c'est le système qui aujourd'hui permet de se dire que on est au moins sécurisé. Et fort heureusement, dans nos environnements, les régulateurs mettent maintenant en place des systèmes d'assurance du système bancaire pour que les dépôts des individus soient protégés. Oui. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que, vous savez, en matière de finances personnelles, sans vouloir donner de conseils à qui que ce soit, je trouve que malheureusement, on n'investit pas souvent dans des choses qui sont productives. Les personnes sont prêtes à aller prendre des prêts à la banque pour... Alors, les prêts à la consommation, ça existe, hein, mais quand on prend des prêts à long terme, donc quelquefois sur des termes qui sont relativement longs, pour le mettre dans des choses qui ne produisent pas... Des voitures, par exemple. J'ai pas voulu les citer en particulier, mais bon, voilà. Vous et moi savons sûrement que c'est le pire des investissements qu'on peut faire. Ouais. Le jour où vous achetez une voiture, la seule chose qui peut vous arriver, qui est la plus certaine, c'est que vous allez passer votre temps à dépenser jusqu'à ce que vous vous en sépariez. Tout à fait. Sauf si vous faites du transport ou si vous arrivez à le vendre ou à le louer, etc. Donc, à partir du moment où ça n'a pas un caractère productif, il faut faire en sorte qu'il y ait une forme d'adéquation entre la nature de ce qu'on emprunte et la nature de ce dans quoi on investit. Sinon, il faut revoir en fait ses priorités. Malheureusement, il n'y a pas que les individus, parce que quelquefois, même des entreprises font de mauvais arbitrages, financent du long terme avec du court terme.
avec le risque, bien sûr, qu'on se retrouve en étau à un moment donné et qu'on crée des problèmes. Il y a une chose que j'ai apprise le premier jour où je suis rentré dans une banque et que je suis allé en training, c'est la liquidité, c'est le nerf de la guerre. Cash is king. C'est pas la profitabilité, c'est never run out of cash. Ne vous retrouvez jamais dans une situation où il n'y a pas de cash. Donc tout doit concourir à faire que, à un moment ou à un autre, vous préserviez et fassiez accroître la liquidité dont vous pouvez disposer. Parce que c'est ça, en fait, qui vous donne la capacité d'investir, c'est ça qui vous donne la capacité de vous relever quand il y a des cas durs, c'est ça, c'est pas autre chose. Tu m'amènes donc sur une question qui revient très souvent. Ça veut dire que tu conseillerais à quelqu'un qui a du cash de ne pas utiliser son cash pour financer un investissement s'il a la possibilité de prendre un crédit bancaire. Non, c'est pas ça. C'est surtout que on oublie souvent que si on appelle ça l'effet de levier, oui, c'est parce que il vient accompagner justement une partie de ce qu'on a à titre personnel. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le capital a un coût. oui. Le capital n'est pas gratuit. Et il faut rémunérer le capital. L'attente d'un investisseur, si votre investisseur dit, écoutez, moi je suis actionnaire, je veux que le rendement de ce capital soit 25%. Il dit, et on le voit, hein, quand on fait nos projections financières et quelquefois qu'on discute avec des investisseurs étrangers, vous savez, il dit, vous savez, moi, le risque de ce pays est élevé, garantissez-moi un taux de rendement interne de 25%. D'accord? Si à côté des 25% qui sont attendus, j'ai une dette à 10% ou à 15%, il n'y a pas de sujet. Donc, il faut faire l'arbitrage entre ces deux taux-là. Mais souvent, on considère que le capital est gratuit, que les fonds propres, c'est gratuit. Et on ne regarde en fait la dette que sur le plan facial en disant « Ah oui, finalement, ça coûte cher. » Non, il faut faire un arbitrage. Donc, on peut se retrouver dans certains cas et dans certains environnements où il vaut mieux effectivement faire de la dette plutôt que de l'equity, ou en tout cas faire en sorte que l'effet de levier qui est cherché avec de la dette vienne permettre d'avoir une capacité de financement et donc de rendement qui soit meilleure avec cet élément additionnel. Mais on n'y pense pas toujours. C'est vrai. Pour sortir, c'est quoi le meilleur conseil en gestion de finances que tu n'aies jamais reçu? Non, je crois que c'est celui que je vous ai dit. Je crois que c'est... Okay. Ça c'est resté dans ma tête. Je sais pas, mon directeur du risque, à l'époque, on faisait nos projections financières. Il dit, écoutez, faites vos cash flows comme vous voulez. Mais moi, la première chose que je regarde, c'est les cash flows. C'est pas vos comptes d'exploitation, etc. Ça m'intéresse pas. Où est le cash? Si vous vous retrouvez à un moment où vous n'avez pas de cash, vous avez un problème. Donc, faites ce que vous voulez, mais il y a du cash. Donc, à partir de ce moment-là, dans la vie, faites en sorte que on épargne, parce que la première source de nos revenus, c'est, voilà, de ce qui va nous rester, notre capacité d'investissement, c'est l'épargne. Et je le dis et je le répète. Et tu as sûrement dû le dire dans certaines de tes émissions, mais l'épargne, c'est pas ce qui reste quand on a tout dépensé. Tout à fait. L'épargne, c'est ce qu'on met de côté avant de commencer à dépenser. Tout à fait. Ça nécessite de la discipline. Ce n'est ni fortuit ni incident. C'est délibéré. Tout à fait. Et donc, ça nécessite quelquefois de faire des sacrifices. Et malheureusement, c'est l'absence de sacrifice et de discipline qui fait qu'on n'arrive pas à épargner et c'est dommage. Mais les gens qui suivent disent, mais comment tu veux qu'on puisse épargner quand tu as la famille qui est permanemment avec des besoins? Certains disent, mais comment tu dis non à ta mère? Comment tu dis non à ton père quand il veut te demander de l'argent? Sauf que si tu n'as pas de cash, tu finiras par dire non. C'est vrai. C'est vrai. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais tu sais qu'il y en a qui vont faire des crédits pour aider la maman, aider le... Oui, certes, mais c'est la meilleure façon de se créer sa tombe, de se creuser sa tombe aussi. Parce que le retour du bâton peut être très brutal.
Est-ce que tu as une logique en termes de ratio, en termes, par exemple, de quelqu'un qui gagne à Abidjan, disons, 500 000 francs ou... Est-ce que dans ton esprit, tu te dis, si tu te dis, moi j'ai quelques ratios comme ça, si j'ai quelqu'un qui, par exemple, un collaborateur, quelqu'un qui touche 500 000, il me dit qu'il peut un loyer à 300 000, il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Ok. Et je crois qu'il y a des choses qui sont, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Je crois que déjà la base, c'est ça. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et quand je dis il faut pas vivre au-dessus de ses moyens, je le dis pas seulement pour les individus, même pour les États. C'est mon autre combat. Aujourd'hui, chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis. Vous savez, on a fini par nous faire croire que faire du déficit c'était normal. D'accord? Et on a fini par nous faire croire que même dans nos critères de convergence, quand on vous dit, voilà, le seuil de convergence dit que vous pouvez faire jusqu'à 3% de déficit, ça veut dire vous pouvez dépenser puisque vous n'avez... Or, vous savez, c'est pour ça que j'en parle dans ce contexte-là, le déficit, il ne se finance que par de la dette. Quand vous avez un découvert à la banque, c'est que vous avez pris du crédit. Vous avez pas assez d'argent dans votre compte, vous avez passé le seuil de 0, c'est de la dette. C'est vrai. Donc il arrive un moment où il faut faire en sorte de ne pas se retrouver en situation d'endettement. Et pour ne pas se trouver en situation d'endettement, il faut revoir le niveau de ses charges. Il y a des choses dont il faut savoir se passer. Pourquoi voulez-vous rouler en Mercedes classe X, je préfère dire ça, que vous ne construisez pas, que vous ne fabriquez pas, juste parce que vous avez envie de vous faire plaisir, si la conséquence de cela, c'est de devoir vous endetter à la fin du mois pour pouvoir faire face à vos engagements. C'est problématique. On est d'accord. Un peu de discipline ne fera de mal à personne. On est d'accord. Charles, un jeune qui nous regarde là, par exemple, et qui est ambitieux, qui veut réussir, qui se dit, moi je veux faire, enfin je veux avoir une brillante carrière comme monsieur, qu'est-ce que tu veux lui donner comme conseil? Ou qu'est-ce que tu lui dirais? Non, écoutez, la première chose, c'est de dire, vous savez, il y a pas de... Il faut avoir la capacité très tôt de penser au projet professionnel qu'on veut se construire. Mmh. D'accord. C'est vrai que beaucoup de jeunes, surtout quand ils arrivent au niveau du bac, ne savent pas toujours où ils veulent aller, ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire, ne sont pas toujours très clairs sur la suite de leur carrière. La première erreur peut-être à ne pas faire, et parce que nos environnements nous condamnent souvent pour ça, c'est de bien choisir son orientation. Beaucoup d'erreurs et beaucoup de carrières manquées sont venues des erreurs ou des mauvaises orientations après le bac. J'ai connu des gens hyper brillants de ma génération qui sont allés faire des études de maths spé, maths sup, etc., parce que c'était dans l'air du temps, mais qui n'avaient pas forcément imaginé ce qui allait pouvoir en découler en termes ni de métier, ni de carrière, ni d'opportunités d'emploi. Donc, plus tôt on commencera à informer et à je dirais, donner, je dirais, accès aux jeunes aux éléments qui vont leur permettre donc de faire des choix d'orientation dans leur vie, mieux ce sera. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, et je le dis, dans l'un de nos projets avec l'un de mes associés, on a travaillé depuis 2-3 ans déjà sur un dispositif d'évaluation des compétences d'employabilité des jeunes à partir de la sortie du bac, pour que, au bout de 2 ou 3 ans, on sache à quel niveau ils se situent et qu'eux-mêmes puissent orienter leur carrière pour ne pas se retrouver en situation de non-employabilité ou de ne pas savoir où ils vont. Donc, l'information est importante. Faire en sorte que
on sache où est-ce qu'on veut aller et se donner à ce moment-là les moyens, parce qu'on a un produit sur un marché, de créer ces éléments de différenciation, d'aller chercher les diplômes dont on a besoin pour se différencier, d'aller chercher les formations dont on a besoin. C'est ça. Considérons-nous comme un produit sur un marché à tout moment et faisons en sorte que notre produit soit le meilleur par rapport à d'autres. Tu penses que c'est... tu penses certainement. Tu penses que c'est possible de parfaitement réussir en Afrique? Bah, tes choix vont dans ce sens's-là. Non, mais je sais pas si encore une fois, j'ai toujours un problème avec la réussite, mais écoutez, il y a tellement de choses qui se font sur le continent. Et il y a des exemples de choses qui fonctionnent. Oui. Il y a des exemples de personnes qui réussissent sur ce continent, qui arrivent à faire la démonstration que on peut non seulement innover, construire et créer de la richesse sur ce continent. Donc, à partir du moment où les conditions sont là pour que ça se fasse, il n'y a pas de raison de s'imaginer qu'on ne puisse pas réussir en Afrique. Oui, il y a même pas. Pour moi, c'est même pas une question. Il n'y a pas de question de réussite en Afrique. Ce serait presque insultant pour les Africains. La diaspora, quel rôle elle peut jouer? Écoutez, la diaspora, elle est en diaspora parce que, de toutes les façons, le monde est ce qu'il est. On ne vit pas en autarcie, on ne peut pas s'imaginer qu'on reste tous sur notre continent, donc c'est très bien. Ce sont des flambeaux du continent à l'échelle mondiale. On est toujours très heureux de voir les réussites africaines à l'échelle mondiale. On est toujours très heureux de voir que dans des institutions mondiales, il y a des Africains qui réussissent. Ça met définitivement hors de sujet la question de la compétence ou de la capacité des Africains. Donc je pense que ça, c'est plus un sujet. Mais à partir du moment où on a dit ça, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas oublier que ce continent a besoin de toutes ses ressources, de toutes ses intelligences et de toutes ses capacités. Et que chaque fois qu'on le peut, même si on n'est pas là physiquement, il faut tendre la main à ce continent, l'aider autant qu'on peut le faire, et surtout contribuer à ce que sa transformation et son émergence soient effectives dans les meilleurs délais, et surtout de la façon la plus soutenable possible. Donc la diaspora a un rôle évident, je veux dire, il n'y a même pas de discussion. La question, c'est pas est-ce qu'on revient ou est-ce qu'on ne revient pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le continent, quel que soit l'endroit où on est. Est-ce que l'Afrique a les moyens de financer son propre développement? Toi qui es financier, j'ai discuté avec un... L'Afrique n'a aucune raison. Vous savez, ce qui me fait le plus mal, je dis, je me délecte de ce qui se passe en ce moment. Alors, franchement, on n'a pas de raison de tendre la main. Mais il arrive un moment où il faut en sortir. Il faut sortir de cette idée qu'on a besoin d'aide au développement, qu'on a besoin de dons, qu'on a besoin de... Écoutez, je vais faire un calcul trivial pour te montrer de quoi je suis en train de te parler. D'accord. J'aime les calculs. Ok. L'Afrique aujourd'hui, on va dire quoi? C'est, pour les besoins de l'exercice, 3 000 milliards de dollars de PIB. Ok. Si vous prenez 3 000 milliards de PIB, on estime que les besoins de financement en infrastructure de notre continent, ça a été pendant longtemps à peu près 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, les besoins ont dû monter à peu près 150 milliards de dollars. Et sur ces 150 milliards de dollars, à peu près la moitié est financée. Donc on a un gap de financement tous les ans entre 50 et 75 milliards de dollars. Oui. Pour financer des choses simples, hein. Eau, électricité, routes, des choses dont on a besoin tous les jours. Et pour ça, entre autres, tous les ans, on passe d'institution financière en institution financière, on tend la main, on va demander des prêts, on va demander des programmes, etc. Et je m'assois et je dis, mais écoutez, 150 milliards de dollars,
75 milliards de dollars, est-ce qu'on n'est pas capable de les avoir par nous-mêmes? Alors, je fais un calcul simple. Si je considère que le déficit budgétaire moyen de l'Afrique, le déficit budgétaire, c'est-à-dire les dépenses au-dessus de ce qu'on gagne dans nos pays, est de l'ordre de 6%, d'accord? 6%. De 3 000 milliards. Donc 6% de 3 000 milliards, c'est 180 milliards. Par an. Par an. D'accord? 180 milliards par an. Pour peu qu'on fasse l'effort de ramener ce déficit budgétaire, je ne dis même pas de le faire disparaître, de le ramener à 3% du PIB, c'est-à-dire qui est le seuil qui est admis dans certaines de nos régions, donc notamment en Afrique de l'Ouest, on dit 3%. Donc, pour peu qu'on reste dans la limite des 3%, c'est 90 milliards de dollars par an qu'on vient de gagner, qui peuvent être affectés presque mécaniquement au financement Tout à fait. de ce gap d'infrastructure dont on parle tous les ans. Or, quand on regarde la nature de la dépense publique, c'est quoi? C'est nos salaires des fonctionnaires, c'est le train de vie de l'État, c'est ces choses-là qui sont totalement maîtrisables. Donc, il arrive un moment où il faut se dire, mais pourquoi devons-nous continuer à faire la manche quand en réalité, on a la capacité, si on le souhaite, de se discipliner un tout petit peu pour pouvoir financer, au moins en partie, le déficit dont on a besoin au niveau des infrastructures. Mais ce que tu dis là, c'est du bon sens. Il ne faut pas avoir fait Harvard pour comprendre ça. Nos pays sont bardés, enfin, nos dirigeants sont bardés de diplômes des plus grandes écoles. Pourquoi ce n'est pas fait? Là, on est dans l'exécution. Donc, il faut avoir la volonté de le faire et il faut avoir la capacité de le faire. Mais qui veut vivre à crédit? Enfin, je veux dire, qui aime tendre la main? Enfin, j'imagine que c'est un exercice qui n'est noble pour personne. Parce que quand tu arrêtes de tendre la main, tu reprends ta liberté, ton indépendance. Vous savez, le jour où vous vous réveillez et puis qu'on vous dit qu'un pays finance en réalité 90% des programmes d'aide pour vos malades du sida, de la tuberculose et de la malaria, ça doit vous interroger. Oui. On ne peut pas, 90%. On ne peut pas s'être mis dans cette situation-là et considérer que c'est normal. J'ai revu des budgets récemment de plusieurs États et je voyais que la part de l'aide dite internationale dans certains budgets représentait 1%. Non, 2%. mais c'est même pas matériel. C'est ça, c'est ce qui est choquant. Oui, L'autre chose qui est la plus choquante, il y a des pays en Afrique où les flux financiers de la diaspora c'est vrai, dépassent. représentent quelquefois 10% du PIB du pays. C'est vrai. J'ai un pays en tête. Écoutez, l'aide dans la plupart des pays ne représente même pas 1% du PIB. Ok? Si vous prenez les flux foreign direct investment, donc l'investissement direct étranger, les IDE, Oui. les IDE, aujourd'hui, en zone d'Afrique de l'Ouest, c'est pas plus de 2% du PIB. Donc, de quoi parle-t-on? Et c'est à cause de ces deux éléments, quasiment, où j'ai l'impression qu'on reçoit tout le temps des leçons. Les Africains ne peuvent pas se prendre en charge. On doit les aider à se soigner. On doit les aider à... Donc, je pense qu'on s'est compris. Ouais. Je crois qu'il y a un moment où il faut changer de paradigme et puis regarder les choses différemment et se discipliner un peu. Et je vais finir là-dessus. Ouais. C'est possible. C'est possible. Parce que lorsque vous regardez l'Afrique, fort heureusement, il y a des pays qui, parce qu'ils ont appliqué ces disciplines, s'en sortent très bien. Malheureusement, on ne parle pas souvent de nos succès en Afrique. Tout à fait.
Tout à fait. C'est plus facile de parler des guerres Tout à fait. que de parler du Botswana, qui est un très bel excellent exemple. Très bel exemple. Je ne vais pas rajouter le cas du Rwanda, parce que c'est vrai que celui-là, on en parle assez régulièrement, mais il y a plusieurs pays en Afrique où on est dans une démarche très positive, très vertueuse, ouais. Et très vertueuse, et où après, sans vouloir rentrer dans les considérations ni politiques, ni partisanes, j'étais au Bénin il y a pas très longtemps, j'ai été heureux de voir le changement qu'il y a eu en l'espace de quelques années au niveau de la qualité des infrastructures, que ce soit des routes, etc. Donc, faire de la vertu en matière économique, ça existe. Et voilà, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas si difficile. Il faut juste le vouloir. Qu'est-ce que tu penses, sujet un peu, mais qu'est-ce que tu penses de la démarche des pays de l'AES en termes de rupture? Je vais essayer de ne pas le comprendre. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Merci beaucoup, Charles, d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous de ton parcours, de ta vision aussi des choses pour l'Afrique. Je pense que les uns et les autres t'ont découvert et ont beaucoup appris. Après, moi, je suis très content, et l'équipe aussi est très contente que tu aies trouvé du temps pour nous. Et non, c'était un plaisir. Je suis heureux de m'être prêté à l'exercice. Et surtout, voilà, qu'on ait eu un échange à bâton rompu, mais surtout pour les personnes qui partagent avec nous ce moment, de se dire que, il n'y a aucune raison de désespérer l'Afrique, au contraire, tous les éléments aujourd'hui nous confirment que l'Afrique, c'est l'avenir, et c'est pas dans 100 ans. Je dirais, que ce soit les éléments démographiques, que ce soit les éléments sociologiques, que ce soit les éléments culturels. Et j'ai pas eu l'occasion d'en parler malheureusement. Et vous savez, je suis très investi en matière de culture. Tous les éléments nous font penser que... Et la seule façon pour nous de voir cela se matérialiser, encore une fois, c'est de donner la chance à notre jeunesse de disposer de l'éducation nécessaire et des compétences nécessaires pour élever ces défis. Et donc, de ne permettre à personne de mettre à mal ni nos systèmes d'éducation, ni nos systèmes de santé. Je vais finir là-dessus. Merci beaucoup. Dites-nous dans les commentaires, bien évidemment, ce que vous avez pensé de l'échange dans la conversation avec Charles Lequier. J'ai hâte de vous lire. Avec quoi vous avez été d'accord, moins d'accord. Tout ceci, bien évidemment, va enrichir la discussion. Je suis aussi très content que tu aies accepté de venir à Back to Africa. Je pense que la diaspora a hâte quand ils auront suivi cette interview, parce que je pense que beaucoup vont te découvrir et vont certainement aimer ton profil. Auront hâte de venir t'écouter aussi à Paris en octobre. Ah oui, rendez-vous en octobre. Rendez-vous en octobre. Allez, les amis, maintenant vous pouvez reprendre une activité normale. Ciao.